Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Supply Chain Village. Nous allons parler ce matin d'ondes vertes, mais il ne s'agit pas d'environnement et de nature, mais plutôt d'ondes, de planification synchronisée pour accélérer les flux de la supply chain. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Jean-Patrice Netter, qui n'est autre que le président fondateur du cabinet Diagma. Bonjour Jean-Patrice. Bonjour Jean-Philippe. David Bechlen, qui est le directeur supply chain d'Hermès Parfums et Beauté. Bonjour David. Et Paris Carpinetta, qui est manager au sein du cabinet Diagma. Alors donc nous allons parler d'ondes vertes, mais pour commencer, Jean-Patrice, peut-être un mot pour présenter le cabinet Diagma. Oui, le cabinet Diagma est relativement récent, puisque ça fait 50 ans qu'il est ouvert, si je peux dire. Et qu'on fait de la supply chain depuis cette époque-là, même si le terme n'existait pas à l'époque, ni même le terme de logistique, enfin, sauf sous Napoléon. Et bon, Diagma, à l'heure actuelle, et si je prends le Diagma actuel, est surtout orienté avec les nouvelles méthodes de commerce, parce que le commerce évolue beaucoup, avec 3 piliers principaux, l'un sur la stratégie supply chain et le network design, un autre très fort aussi sur le pilotage des flux. Une fois qu'on a installé le réseau, comment est-ce qu'on pilote les flux dans le réseau pour satisfaire les clients, et puis une optimisation, mais aussi l'optimisation des opérations physiques, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, tous les entrepôts sont en train d'être modifiés justement pour le e-commerce. Et en plus, on accompagne nos clients dans la transformation de leur supply chain, mais on n'est pas les seuls sur le marché à faire ça. Très bien, merci Jean-Patrice. Alors, nous sommes présents ce matin sur le plateau pour parler d'ondes vertes. C'est un concept nouveau. C'est quoi l'onde verte alors exactement? Qu'est-ce qui se cache derrière ce... Qu'est-ce qui se cache derrière l'onde verte? Alors l'onde verte, en fait, c'est quelque chose qui est bien connu dans le trafic urbain, si je peux dire, puisque c'est la synchronisation des flux sur des avenues qui permet effectivement de favoriser la rapidité du flux. Enfin, quand je dis rapidité, si vous prenez une avenue à Paris, par exemple le boulevard Saint-Germain, ou la rue... Non, je ne peux pas dire la rue de Rivoli, elle vient d'être bloquée, mais merci Madame Hidalgo. Donc le boulevard Saint-Germain, si vous êtes à 50 km/h, tous les feux se mettent au vert devant vous. Donc c'est un peu l'idée qu'on avait et que j'ai développé au cours du temps avec deux autres personnes aux États-Unis, l'un qui est à Harvard, qui est Jay Jacumar, mais j'en reparlerai, et puis l'autre à Georgia Tech, et Don Ratliff. Et on a eu pas mal de conversations là-dessus, et on a développé le principe, c'est-à-dire le principe qui est justement une alternative aux méthodes de découplage type DDMRP, c'est-à-dire qu'on gère des flux au lieu de gérer des stocks, si je peux dire. Voilà. Et si j'ai un schéma qui montre un peu l'évolution en fait des méthodes de gestion de la production et de pilotage des flux, bon, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai appelé le project shop, qui est la production unitaire, par exemple de navires ou de trains, ou choses comme ça ou de bâtiments, qui une fois pour toutes, on planifie. Mais par contre, ça s'applique très très bien à ce qu'on appelle des job shops, dont on voit le flux qui est relativement compliqué, avec des machines ou des ateliers spécialisés. Et lorsqu'on fabrique un produit, on passe dans des ateliers différents, avec des gammes de fabrication différentes. On appelle les îlots de production? Ça peut être des îlots, ça peut être effectivement des îlots de production. Ça peut être des machines différentes. Par exemple, je me rappelle, on a étudié le principe avec des aubes de réacteurs chez un grand fabricant français de moteurs de réacteurs d'avion. Jusque-là, on mettait 2 ans pour arriver à usiner complètement le réacteur. Et là, on pouvait réduire ce temps, le diviser par 10 ou 100 même, de manière... Donc c'est vraiment très très important et c'est très différent de toutes les autres méthodes. Ça marche aussi bien pour les job shops que pour les flow shops, comme on le verra avec Hermès Parfums. Les flow shops étant... en fait, la gamme
l'ordre dans lequel on passe sur les machines sont toujours les mêmes. On le verra chez Hermès, puisqu'il y a une étape de fabrication et puis une étape ensuite de conditionnement, ou plusieurs étapes d'ailleurs de conditionnement. Et ce qu'on fait, c'est qu'on constitue des lignes virtuelles, c'est-à-dire c'est une mise en ligne virtuelle, donc on voit là complètement à droite sur le schéma, qui s'apparente justement à des avenues et un trafic urbain dans lequel on fait des lignes cadencées, qu'on positionne dans le temps avec une capacité définie et qui permettent d'accélérer le flux de manière extraordinaire. C'est de la simulation de flux, en fait. On simule. C'est de la quoi ? De la simulation de flux. Non, c'est pas de la simulation de flux, c'est on pense à l'avance aux produits, une gamme de produits qu'on va devoir produire, et on s'organise pour que cette capacité soit installée au moment voulu dans toute l'usine, ou même un assemblage d'usines. C'est pas forcément une usine localisée, ça peut être plusieurs éléments dans la supply chain. C'est vraiment une supply chain dans laquelle on préorganise le flux. Alors là, j'ai mis un exemple dans le textile, dans la confection de vêtements, où on a alors plein d'étapes de fabrication qui, à l'heure actuelle, prennent beaucoup de temps cumulé, et dans lequel on peut accélérer le flux de manière aussi très impressionnante, et ça simplifie aussi beaucoup tout ce qu'on appelle la planification de production. En fait, on pourrait même dire que c'est une méthode de planification de production qui accélère les flux. Et donc l'idée, c'est effectivement qu'on a appelé onde verte, justement par comparaison avec le trafic urbain, c'est en fait des lignes virtuelles. On met en place des lignes virtuelles de production qui sont bien positionnées dans le temps avec une capacité, une cadence, et ça permet de planifier et de produire. C'est donc, j'ai dit, c'est l'opposé du DMRP qu'on connaît bien et qui a donné, je crois, satisfaction à pas mal d'entreprises, mais qui gère des stocks. Et ici, c'est plutôt des flux, on anticipe en fait les flux. C'est aussi différent du MRP qui lui remonte d'étage en étage depuis le produit fini jusqu'à la matière, hein, de manière aussi très intelligente, mais difficile à programmer, difficile à comprendre. Souvent, les planificateurs ont du mal à suivre ce qui se passe. Et en fait, la recette, parce qu'il y a une recette pour construire justement ces lignes virtuelles, c'est que on définit donc on dessine des lignes virtuelles qui sont cadencées à partir des flux attendus. Donc il faut des prévisions et il faut analyser en fait la fiabilité des prévisions. Ça c'est vraiment un élément qui est très très important. C'est-à-dire qu'on doit savoir s'attendre au pire et au meilleur et avoir la capacité de faire face à la demande des clients dans le pire et le meilleur des cas. C'est-à-dire qu'on dit souvent « Ah, mais les prévisions, c'est de plus en plus compliqué, ça devient un peu n'importe quoi, etc. » Mais non, pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire qu'avec des prévisions tout à fait modestes, à condition de bien analyser leur fiabilité, on est capable d'avoir une très bonne qualité de service. Ensuite, on réserve des créneaux pour ces lignes virtuelles, on planifie dans la capacité et on ajuste quand nécessaire avec une pincée de sel à la fin. C'est excellent. Voilà, alors les bénéfices qu'on peut en attendre, c'est une accélération des flux, hein, ça c'est flagrant, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de stock, intermédiaire dormant. Et puis on réduit aussi les investissements de production, comme David va nous en parler, et on stabilise les plans, ce qui est aussi, je pense, très important et a été très important pour Hermès. Donc Oui, merci Jean-Patrice. Donc effectivement, je me tourne vers David. David, on va donc parler du pilote qui a été mis en place chez vous. Mais est-ce que dans un premier temps, vous pouvez quand même nous présenter votre division, donc Hermès Parfum et Bouteille ? Bien sûr. Alors Hermès Parfum est un des 16 métiers de la maison Hermès, maison familiale créée en 1837. Un des 16 métiers au même titre que par exemple la maroquinerie, la soie, le prêt-à-porter ou la montre, pour ne citer que. Chez Hermès Parfum, nous produisons des parfums ainsi que des dérivés cosmétiques, comme par exemple des gels douche, des lait-corps, des shampoings, avec une particularité qui est que nous maîtrisons l'ensemble de la chaîne, de la création jusqu'au conditionnement, en passant par la fabrication du jus. Et l'autre particularité, c'est que l'ensemble des produits Hermès Parfum qui sont commercialisés dans le monde sont produits en France,
sur un site industriel situé en Normandie, dans la région rouennaise, et qui fête cette année d'ailleurs ses 45 ans. Pour donner quelques chiffres sur Hermès Parfum, l'année dernière, nous avons produit à peu près 900 000 litres de jus sur une centaine de références et conditionné environ 13 millions d'unités, 13 millions de flacons. Et ce qu'on peut dire aussi pour finir, c'est que voilà, de cette activité un petit peu historique des parfums, nous nous lançons dans un second axe, la beauté, depuis l'année dernière, puisque nous avons créé, nous développons et nous lançons actuellement une gamme complète de maquillage qui a commencé l'année dernière par un rituel sur les lèvres et qui se poursuit cette année et tous les 6 mois sur un rituel main, rituel teint, etc. C'est quoi un rituel ? Le rituel, c'est tous les produits liés à l'application des lèvres, demain à l'application sur les mains, le vernis, donc le rouge à lèvres par exemple pour l'année dernière, et les rituels suivants qui composent toute la gamme de maquillage dans les semestres qui viennent. Merci pour cette présentation. Alors, on va donc parler d'Onde Verte, puisque c'est pour ça qu'on est là ce matin. Comment s'est déroulée donc cette mise en œuvre ? Déjà, dans un premier temps, pourquoi vous avez contacté Diagma ? Comment ça s'est passé ? Alors, ce qu'on peut dire également, c'est que si on regarde dans le rétroviseur, en fait, Hermès Parfum, ça a été une croissance moyenne de 10% par an sur les 10 dernières années. Oui. Et les projections de croissance sur les années qui viennent sont semblables. Et en fait, dans ce contexte-là, on a été amené à s'interroger sur, et à mettre à jour notre schéma directeur industriel, à un horizon 2040, on essaie de se projeter. Et c'est dans ce contexte qu'on a sollicité les équipes Diagma pour réfléchir, essayer de dimensionner l'évolution de nos capacités et de notre outil industriel pour répondre à cette croissance et pour répondre à la demande, en fait. C'était la première mission de Diagma, et la deuxième, mais finalement qui est presque la principale et la première, c'était une opportunité aussi de s'interroger sur l'impact de notre stratégie de planification sur l'utilisation de nos ressources, l'utilisation de la cuverie sur un chai de fabrication qui commençait à arriver à saturation par exemple. Et dans ce contexte-là, effectivement, on a eu tout un tas d'échanges, comme l'évoquait Jean-Patrice en préambule, entre une stratégie de planification plutôt découplée entre l'atelier de fabrication et de conditionnement dans laquelle on était, et une stratégie davantage synchronisée de réflexion et de planification globale des deux ateliers du site. Et c'est ça qui vous a séduit dans l'approche de Diagma, ce concept justement de flux synchronisé, c'est cette idée qui vous a séduit et qui vous a fait franchir le pas pour mettre en place le pilote. Tout à fait. Alors ce que nous avons trouvé très vertueux dans ce modèle et dans le modèle partagé avec les équipes Diagma, c'est qu'effectivement, en fait, il contribue à augmenter la rotation des cuves et à rendre disponible la cuverie, qui était un de nos points d'engorgement sur le site. Comme l'a dit Jean-Patrice, le deuxième point d'intérêt qu'on y a vu, c'est la stabilisation des plans de production. C'est un modèle qui injecte de la stabilité dans les plans. Comme Jean-Patrice l'a expliqué, ça oblige à séquencer les étapes et à les tenir. On doit réserver une capacité de conditionnement sur les lignes pour vider des cuves. Tout ça, ça se fait avec des séquences qui sont anticipées. Et je pense qu'injecter de la stabilité dans un plan, c'est forcément rajouter de la sérénité pour l'ensemble des équipes, finalement. Et le troisième point d'intérêt qu'on y a trouvé également, c'est que c'est un modèle qui contribue à améliorer la disponibilité des produits finis, dans un monde où finalement la distribution attend toujours une réactivité accrue. Et en fait, une fois qu'on y a vu tous ces intérêts, on s'est rapidement dit, mais finalement, quelle est notre capacité à appliquer ce modèle ? Quelle est notre capacité à planifier de façon synchronisée ? Quelle est notre capacité à tenir cette synchronisation et à faire face aux aléas ? Et quelle est la capacité de nos outils à nous aider et à nous accompagner dans le pilotage de ces flux. D'où l'idée, en fait, de mettre en place un pilote. Exactement. En fait, le pilote nous a semblé être la meilleure idée pour tester tout ça et aussi pour impliquer l'ensemble des équipes opérationnelles autour de ce sujet. Et aussi, ça nous a semblé être la meilleure idée pour mûrir la réflexion qu'on avait déjà entamée autour de nos outils, de nos outils informatiques. Alors, quand est-ce que tout ça a commencé ? Alors, le contexte de 2020 ne nous a pas permis de démarrer aussi vite qu'on l'aurait souhaité. Donc, en fait, on est vraiment rentré dans cette phase de pilote fin 2020, début 2021.
où on a commencé à préparer ça avec les équipes Diagma. Concrètement, comment on a procédé? On a choisi une ligne de conditionnement qui était représentatrice des différentes contraintes qu'on avait à gérer en termes de nombre de jus, de nombre de formats à traiter sur la ligne. Et on a effectué un pilote sur cette ligne de conditionnement en regroupant, en constituant une équipe transverse composée des différents interlocuteurs du flux, alors les interlocuteurs supply chain, comme par exemple le planificateur, un ordonnanceur, un approvisionneur, et en intégrant également les représentants des équipes de production, avec le responsable de l'atelier de fabrication, la responsable de la ligne de conditionnement, plus les équipes Diagma. J'imagine que pour mettre en place un pilote comme ça, il faut être vraiment sûr de ses prévisions, enfin avoir déjà des données qui sont très fiables, enfin c'est le prérequis, non, peut-être? Alors justement, c'est aussi un des enseignements, finalement. Comme l'a dit Jean-Patrice, la méthode permet de considérer et de s'affranchir d'un certain nombre d'aléas. Maintenant, je pense qu'il y a toujours intérêt à travailler davantage sur ces sujets pour diminuer les amplitudes ou essayer de diminuer les amplitudes de variation du signal. Je me tourne vers Paris maintenant qui a participé concrètement à la mise en œuvre du pilote. Alors comment ça s'est mis en place concrètement? Est-ce que vous avez un certain nombre d'éléments techniques que vous pouvez nous livrer? Oui, effectivement, nous menons depuis plus de 6 mois un pilote qui a permis de valider les bénéfices de la méthode. Nous avons mis en place un processus de planification qui consiste d'abord à estimer la demande à servir. Nous sommes partis de la prévision qui est calculée par l'équipe de Hermès Parfum et nous avons analysé la fiabilité de cette prévision sous 2 angles. D'abord, en corrigeant le biais qui a la tendance à surestimer ou sous-estimer la demande, et ensuite en calculant une demande maximum et une demande minimum. Comme le disait Jean-Patrice, il faut s'attendre au mieux et au pire en fonction du taux de service cible souhaité. Ensuite, cette demande est intégrée dans un outil de planification qui a permis de calculer en automatique un plan de production en mode synchronisé. L'objectif et l'idée est justement de planifier à l'avance et de réserver à l'avance des créneaux de production. Vous le voyez ici, nous avons les trois étapes de production. La maturation, donc on commence par réserver la disponibilité d'une cuve de maturation en fonction des délais de maturation, qui sont des délais fixes dépendant du jus. Ensuite, on vient déjà à l'avance réserver la disponibilité de la cuve qui vient après pour la macération, de manière à être sûr que quand la phase de maturation est terminée, on a bien la cuve disponible et la cuve est prête pour accueillir le jus et du coup entamer dans la foulée l'étape de macération. Et de la même manière, on réserve aussi la capacité de la ligne de conditionnement pour que, effectivement, on soit en mesure, une fois que le jus est fabriqué, de le conditionner immédiatement en produit fini. Donc, c'est l'idée de planifier, comme disait Jean-Patrice, des lignes virtuelles, de constituer des lignes virtuelles, et vraiment de planifier la ligne comme si c'était une ligne avec un flux continu, sans interruption. D'accord. Dans le cadre du pilote, nous avons mis en place aussi des indicateurs qui ont permis de valider l'impact de la méthode sur le taux de service, par exemple, sur le niveau de stock, sur le TRS de la ligne et sur le temps d'écoulement des cuves. Donc on va voir des exemples tout à l'heure. Une chose importante, c'est que la planification se fait aussi à capacité finie. C'est-à-dire qu'on respecte la capacité de conditionnement de la ligne justement de conditionnement pour lisser la charge et donc être sûr que le plan sera faisable. Et justement, donc ici, on va vous montrer 2 exemples d'indicateurs que nous suivons. Celui-ci, c'est le nombre de cuves utilisées et qui montre en fait qu'on a réduit drastiquement de 2/3 le nombre de cuves nécessaires à la fabrication des 20 jus qui sont conditionnés sur la ligne virtuelle que nous sommes en train de planifier. Avant le pilote, on avait besoin de 23 cuves par semaine pour fabriquer les jus, les 20 jus. Depuis, pendant le pilote, nous avons besoin que de 8. Donc nous avons réduit drastiquement. Et ceci est dû au fait que l'objectif de la méthode est de vider la cuve, d'aller au bout du jus. C'est-à-dire qu'en fait, on réduit le stock d'un cours
à la fin, quand on a conditionné la cuve, il n'y a plus de jus qui reste dans la cuve, qui immobilise la cuve. Du coup, la cuve, elle est disponible pour d'autres fabrications. Et donc, ce qui a permis justement de récupérer de la capacité de production, qui était un des objectifs d'Hermès. D'accord. Ça, c'est vraiment c'est quelque chose qui montre que la méthode a apporté des gros bénéfices. Et parallèlement, on a aussi réduit le temps d'écoulement des cuves. Pareil, on voit avant le pilote et après, donc le temps d'écoulement, c'est le temps qui passe entre la mise à disposition du jus par la fabrication, donc la fabrication, maturation, macération, le jus à mis à disposition, et le dernier soutirage, une fois que la cuve est vidée. Avant le pilote, il passait 18 jours, et le fait de synchroniser ces flux, donc d'avoir déjà réservé la capacité de la ligne de conditionnement, donc la ligne est tout de suite disponible pour accepter la cuve et conditionner, a fait qu'on a réduit ce temps d'écoulement de 9 jours. Donc là aussi, ça permet en fait, de remettre les cuves en circulation plus vite. J'ai vu sur un des slides que vous avez utilisé le logiciel ASAP, que vous connaissez bien, j'imagine. Est-ce que c'est important d'avoir justement un outil de prévision, de planification pour justement ensuite simuler comme ça, enfin organiser ce flux virtuel ? Absolument. En fait, le pilote montre comme il est indispensable d'avoir un outil de planification qui permet justement de proposer une planification de manière automatique et une planification synchronisée qui permet de synchroniser ces flux. Il est inimaginable de pouvoir faire ce type de planification sur Excel. Ce serait trop compliqué. En fait, pendant le pilote, on a remarqué que déjà, la première proposition d'ASAP permet déjà de bien préparer un plan qui est faisable à 90%. Donc déjà, ça simplifie le travail. Et ensuite, on a vu que pendant nos réunions d'échange avec l'équipe Hermès, on a vu que la mise à jour du plan, donc prendre en compte tous les aléas qu'on peut avoir de la dernière minute, c'est beaucoup plus simple dans un outil qui permet justement d'ajuster le plan, par exemple de prendre en compte un retard fournisseur et de tout de suite aligner le plan. La matière première ou le composant arrive en retard, le système permet d'ajuster, synchroniser tout le flux de fabrication et de conditionnement. Donc ça c'est indispensable et on l'a pu voir pendant le pilote, c'était évident. Oui. David, alors le pilote, quels enseignements vous en tirez ? Est-ce que le pilote a tenu ses promesses ? Est-ce que les résultats sont au rendez-vous ? Alors effectivement, comme le premier enseignement et le premier résultat, c'est vraiment celui que vient de vous présenter Paridé finalement. On avait de très grosses attentes autour de l'amélioration de la disponibilité de la cuverie. Et finalement, le pilote a montré que dans un laps de temps relativement rapide, puisqu'il y a... Comme le soulignait Paridé, on a démarré il y a 6 mois. Dans un laps de temps relativement rapide, on a vu très rapidement des améliorations sur le sujet. Oui. C'était une de nos grosses attentes et le pilote a bien confirmé qu'on était capable de le faire. Le deuxième point, c'est qu'on a vu qu'on parvenait aussi à synchroniser et surtout à générer un plan stable, en tout cas stable sur le court terme, puisque toutes les modifications et la gestion des aléas ont plutôt impacté la construction du plan au-delà d'un horizon de 3-4 semaines, ce qui pour nous est assez nouveau dans la mesure où on intervenait très souvent sur le court terme, c'est-à-dire sur un horizon inférieur aux 3 semaines. Donc c'est le deuxième point positif. Le troisième point qu'on peut souligner suite à ce pilote, c'est que en fait, l'ensemble de l'exercice s'est fait à valeur de stock constante, c'est-à-dire sur l'ensemble des stocks de produits finis et de composants, la valeur n'a pas monté. Alors c'est toujours quelque chose qu'on suit actuellement, puisqu'il y a un mix un petit peu différent qui doit s'opérer, puisqu'on transforme plus rapidement les composants. Donc on est bien en train de s'assurer dans les derniers suivis qui sont en cours que c'est ce qui se déroule en pratique. Et le troisième point, comme l'a souligné Paridé, même si c'est toujours en cours de suivi, c'est aussi un exercice qui pour l'instant s'est fait à ISO taux de service. Oui. Ça c'est pour les points positifs, j'ai envie de dire. Et le pilote a aussi mis en lumière, on va dire, ou il nous a rappelé plus exactement, certains leviers d'amélioration qu'on connaissait déjà, que sont par exemple la maîtrise des prévisions, comme vous avez souligné, ou en tout cas l'importance de bien maîtriser le signal. L'importance aussi de travailler en proximité avec nos fournisseurs pour avoir une maîtrise accrue des délais d'approvisionnement. Et l'importance de travailler sur un certain nombre de leviers plus internes pour accroître l'adhérence de la production au plan. Finalement. Donc un pilote, c'est un test. Ça vous a permis de valider le concept d'onde verte.
Est-ce que ça vous a donné donc l'envie d'élargir le périmètre de ce test, de ce pilote, à d'autres activités de votre groupe? Alors, sur l'usine déjà, puisqu'en fait le test a vraiment eu lieu sur une ligne de conditionnement, le pilote nous a très clairement conforté dans les bénéfices de la méthode, ce qui fait que redoubler notre envie d'élargir maintenant son périmètre d'application. Donc aujourd'hui, nous prenons un petit peu de recul par rapport à tout ça, et nous sommes en train de nous poser pour finalement écrire ce que doit être notre organisation cible. Organisation à la fois sur un volet humain, puisque finalement, en planifiant de façon synchronisée, on voit que le rôle du planificateur ou d'un ordonnanceur demain n'est plus le même que celui qu'il était jusqu'à présent. Donc on a une vraie réflexion sur notre organisation. Qu'est-ce que c'est et quel est le périmètre de responsabilité d'un planificateur Hermès Parfums demain? Quel est le périmètre de responsabilité d'un ordonnanceur chez Hermès Parfums demain? Ça, c'est pour le volet humain. Et en parallèle de ça, voilà, le pilote nous a aidé à mûrir une réflexion sur nos outils informatiques, puisqu'il a aussi montré, comme on pouvait le supputer, que en fait, nos outils en place, ou en tout cas dans leur paramétrage actuel, ne permettent pas de déployer ce modèle de façon large sur le périmètre d'une usine. Donc c'est aussi une opportunité, là maintenant, le travail qui est en cours, de se poser et de définir un peu la cible, et en termes d'organisation et en termes d'outils, pour aller un petit peu plus loin avec ce qui existe sur le marché, comme c'est le cas pour ASAP par exemple. Merci David pour ces conclusions. Jean-Patrice, donc un concept comme ça d'onde verte, on a envie de se dire quand on voit ce concept d'onde verte que c'est peut-être encore un concept de consultant. En réalité, on voit qu'effectivement une transposition concrète qui donne vraiment des résultats sur le terrain. Est-ce que ce concept peut, là, donc on a vu l'exemple d'Hermès Parfums et Beauté, est-ce que c'est un concept qui peut se transposer à d'autres secteurs d'activité sans problème, autre que le luxe, là, en l'occurrence? Est-ce qu'on peut l'imaginer, je sais pas, dans l'automobile, dans la pharmacie? Alors oui. On l'a effectivement transposé dans d'autres domaines. La première expérience en fait qu'on a eue avec ce concept et qui nous a amené d'ailleurs à le développer, c'était avec une entreprise qui fabrique peut-être encore d'ailleurs des pelotes de laine, dans lequel moi je venais d'un environnement plutôt produit de grande consommation, planification de lignes, c'était en fait Kronenbourg et Heineken avec des lignes qui font 100 000 bouteilles 100 000 bouteilles à l'heure, donc bien synchronisé, avec prise en compte de tous les aléas de production, etc. Et je suis arrivé donc dans cette usine qui fabriquait des pelotes de laine. On prend de la laine brute, on la lave, ensuite on va la teindre, ensuite on va utiliser des contenus à filer pour faire des fils, et puis ensuite on va retordre les fils sur d'autres contenus, et puis on finit par faire des pelotes de laine qu'on emballe, etc. Et là, il fallait 3 mois. 3 mois. Et je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi il fallait 3 mois, alors que pour produire des bouteilles de bière, ou remplir des bouteilles de bière, on pouvait faire ça en 2 heures avec des cadences de 100 000 bouteilles à l'heure. Donc on s'est attaqué à ça, et ça a donné justement ce concept d'onde verte, où on pouvait passer de 3 mois à 2 jours, quoi, pratiquement. Donc fantastique. Et on l'a fait aussi, donc j'ai dit, pour des aubes de réacteurs, et puis d'autres industries dans le textile, par exemple, où là aussi les délais sont relativement longs pour finir avec la confection et le produit fini, et où on peut aussi accélérer les flux de manière importante. Donc, en fait, ça permet d'éviter les encours et puis vraiment de... Exactement, ça permet de gérer des flux plutôt que des stocks. Et ça peut être fait même à travers plusieurs on l'a pas fait, mais ça peut être fait à travers plusieurs entreprises. Je veux dire, on peut aussi synchroniser en partie les fournisseurs. Et d'ailleurs, on l'a fait avec... on a étudié justement ce système avec des fournisseurs d'Hermès qui font des flacons de parfum. Et là aussi, on a vu qu'on pouvait, sur la partie
sur la partie finition, finition du flacon, et même sur l'ensemble d'ailleurs de la gamme, réduire de manière très importante, de plusieurs mois à quelques jours, même demi-journée, la production et le décor des flacons de parfum. Et c'est une demande très forte d'ailleurs de l'industrie cosmétique de réduire ces délais qui, comme David l'a dit, dans le pilote, on a eu du mal à voir si les stocks matières se réduisaient parce que les délais étant très longs, le flux, il va se réduire peu à peu, si je peux dire. Oui, je pense. Enfin, c'était un peu le sens de ma question. J'ai l'impression que dans cette approche, les stocks intermédiaires, enfin les encours, sont forcément diminuent, quoi. Donc diminuent beaucoup. Quand Paris-Day disait on est descendu jusqu'à 8 jours, c'est ça que tu as dit? Oui. Descendu jusqu'à 8 jours, c'est aussi pratiquement il n'y a pas de stock. Donc là aussi, il n'y a pas de stock. C'est le délai de maturation etc. moyen. Donc là aussi, il y a un gain. Il y a un gain très important en cash, oui. Par rapport aux méthodes où en fait on a du stock qui est toujours disponible, du stock d'encours qui est toujours disponible et qu'on vient conditionner au fur et à mesure, qui est un peu l'approche avant. Maintenant, le jus est transformé en produit fini, on n'a plus de stock d'encours, on n'a pas du tout de stock d'encours. On transforme tout de suite en produit fini. Et donc ça réduit les délais. Quand on vous entend comme ça, on a l'impression que c'est simple à mettre en place. Est-ce qu'il y a des obstacles, des choses, enfin en tous les cas des erreurs à ne pas faire, à ne pas commettre pas forcément des erreurs, mais il y a effectivement, et David pourra le dire, il y a des... En fait, nous, je pense qu'au-delà de l'appréhension du concept par l'ensemble des équipes, ce qui nous a semblé important, ou en tout cas ce qu'on a souhaité faire, c'est vraiment de rentrer dans une démarche où on n'allait pas pointer du doigt des pratiques individuelles, mais vraiment essayer de travailler ensemble sur la remise en cause et l'amélioration de pratiques historiques collectives. Et en fait, à partir du moment où les équipes ont compris ça, c'est-à-dire qu'on n'allait pas se focaliser sur ce que fait un planificateur, en fait, c'était presque gagné, j'ai envie de dire, ça s'est passé de façon assez fluide et naturelle. Et le reste, la petite réunion qui était animée toutes les semaines, a créé le lien et a créé l'endroit où on avait l'opportunité de partager à la fois ce qui marchait et puis les difficultés qu'on a rencontrées finalement, les aléas qu'on a eu à gérer. Donc pour moi, le propos, c'était vraiment celui-ci, c'était de faire comprendre aux gens que finalement, les enjeux étant ce qu'ils sont, en fait, c'est tous ensemble qu'on y arrivera. Et c'est vraiment de cette façon-là qu'on a abordé les choses. Ça, vous aviez des réunions donc régulières comme ça pour échanger, puis pour voir comment le process se mettait en place? Absolument oui, parce que Diagma calculait un plan mensuel, avec une fréquence mensuelle, et après on avait des réunions hebdomadaires, cette fois-ci pour, nous, Diagma proposait le plan, qui était remis à jour toutes les semaines, et on le validait avec Hermès. Et justement, c'est pas une erreur, mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est tout ce qu'il y a autour de la planification. C'est la fiabilité des approvisionnements fournisseurs. C'est surtout ça qui nous a posé aussi des soucis. C'est la fiabilité des fournisseurs, la fiabilité de la maîtrise des équipements industriels. Donc l'inventaire de jus. Est-ce qu'on a bien la bonne quantité de jus dans la cuve ou pas? C'est tout ce qu'il y a autour de la planification qui est important de maîtriser. Toujours quand on réduit les stocks, il apparaît des tas de sujets annexes. Mais justement, quand on parle de réduction de stock chez vous, on imagine que la matière première, ça doit coûter de l'argent. Enfin, le stock par lui-même, il doit avoir vraiment une valeur assez importante. Oui. D'où l'intérêt aussi finalement de l'avoir au maximum en produit fini, disponible pour le réseau finalement. C'est un stock qui s'évente. Enfin, je veux dire, il y a une péremption. Oui, c'est un stock qui est soumis à une durée de vie qui est dépendante du jus, finalement, qui n'est pas la même selon le jus. C'est comment il est constitué ce stock? Il est constitué sur place. Je veux dire, il y a des composants qui l'alimente sur place où il vient déjà tout conditionné Alors sur la partie matière première, en fait, on a une création qui est très axée sur l'utilisation de matières premières naturelles. Donc en fait, c'est des approvisionnements de différentes matières qui sont faites sur l'usine et mélangées comme une recette finalement de cuisine, mélangées sur l'usine pour entrer dans un process de maturation, enfin macération-maturation. Et en parallèle de ça, tous les composants, c'est-à-dire le flacon, les éléments de packaging,
les pompes. Ouais. Tout ça, c'est des circuits d'approvisionnement classiques et tout se retrouve sur l'usine. Doit être disponible au bon moment sur le créneau réservé sur ligne, de façon à pouvoir vider la cuve au moment où on l'avait prévu, puisque si on n'est pas en mesure de faire ça, on perd finalement le slot qui a été réservé sur la ligne de conditionnement et on déséquilibre tout le système, quoi. Ça doit être passionnant. Tout à fait. Je me tourne vers la régie pour voir si nous avons déjà des premières questions. Oui, bonjour à tous. Alors, une question à destination d'Hermès, plus particulièrement. Quel est le nouveau taux de disponibilité des produits en boutique depuis la mise en place de l'onde verte ? Alors, je ne vais pas, malheureusement, pour la personne qui pose la question, je ne vais pas donner de chiffres. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de mesurer justement l'évolution du mix de stock, puisque c'est quelque chose qui a été démarré, le pilote a été démarré cette année. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, comme l'a souligné Paridé, les produits qui sont passés sur la ligne du pilote, on a été en mesure de répondre à toute la demande qui a été exprimée par les clients. C'est-à-dire qu'on a été en capacité, ou le modèle qu'on a déployé et le modèle de calcul de la demande maximum nous a permis de répondre à toutes les demandes. Donc en fait, sur l'horizon du pilote, clairement, voilà, quand on dit on a été à ISO taux de service, sur les références du pilote, on a même été à un taux de service qui était supérieur à 99%. En tout cas, pour les commandes de nos clients directs. Autre question ? Comment peut-on gérer des aléas, par exemple des demandes imprévues ou urgentes, des retards d'approvisionnement ou des problèmes de qualité, et quel est le taux d'aléa maximum gérable ? Oui, par idée, oui. Oui, par rapport à quel est le taux d'aléa gérable, tout dépend du taux de service souhaité. Ouais. C'est clair qu'on peut fixer la barre plus ou moins haute, tout dépend de ce qu'on veut servir. On peut même garantir un taux de service à 99,9%. Et comment on peut gérer ces aléas ? Justement, alors, par exemple, nous constatons des retards fournisseurs assez souvent, et l'idée, la bonne pratique, c'est en fait de gérer les approvisionnements de composants sur un délai maximum. Là aussi, de prévoir à l'avance le fait que le fournisseur peut livrer un retard et constater sur le passé quel a été le délai maximum du fournisseur et du coup paramétrer ça dans le système pour pouvoir gérer des approvisionnements sur le délai maximum. C'est clair que si le retard est arrivé une seule fois pendant 2 ans, c'est pas forcément ça qu'on va paramétrer, mais si ça arrive régulièrement, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc du coup, voilà, il faut le prévoir à l'avance. Merci. Hervé ? La planification synchronisée est-elle aussi adaptée à des industries avec une grande variabilité de la demande ou un manque de fiabilité des prévisions ? Les secteurs d'activité particulièrement sensibles à l'effet VUCA, et ce qui n'est pas forcément le cas des industries du luxe dont fait partie Hermès. Cela nécessite-t-il pas, dans ces cas, d'augmenter les stocks de sécurité des produits finis ? Alors, pour moi, stock de sécurité, c'est comment dit-on, un drapeau rouge. J'aime pas trop ce terme, mais même cette idée. Ce que l'on fait à Diagma, c'est plutôt, on s'approprie la fiabilité, on calcule en fait la fiabilité un peu de tout, de tous les événements qui peuvent se passer. Comme dit Paridé, on regarde la fiabilité des fournisseurs et on regarde quel est le délai maximum et le délai minimum dans lequel ils vont livrer. Même chose pour la demande. La demande, elle peut être très aléatoire, mais il faut pas se faire d'illusions. Elle n'est pas si aléatoire que ça. Je veux dire, la demande, elle peut être de 100, en moyenne de 100. Bon, peut-être qu'elle monte jusqu'à 1000 parfois, mais c'est tout ça qu'il faut analyser. C'est la même chose avec les outils de production. Donc l'idée, c'est on analyse la fiabilité et on l'intègre dans la manière dont on planifie. Alors, il va peut-être en résulter, selon la manière dont on planifie, il va peut-être en résulter effectivement des stocks que d'autres appellent des stocks de sécurité qui évoluent, mais on n'est pas obligé de faire des stocks en réalité. On peut aussi être réactif en production. C'est une autre manière de faire. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait dans d'autres industries en particulier. Et si je peux me permettre juste de compléter, dans le modèle qu'on a déployé,
on n'a effectivement pas paramétré de stock de sécurité. Mhm. C'est-à-dire que c'est vraiment tout l'exercice sur le calcul de la demande maximum sur laquelle on s'est appuyé pour s'éviter de devoir paramétrer dans le système des stocks de sécurité. Et le pilote a montré que ça marchait. Avez-vous quantifié en euros les gains obtenus, BFR, coût ou chiffre d'affaires en plus? Alors c'est pas encore, c'est en cours, hein, dans la mesure où je vous le disais tout à l'heure, il y a un certain nombre d'indicateurs qui sont encore suivis. Et comme le soulignait Jean-Patrice, on a des cycles notamment d'approvisionnement qui sont assez longs ou qui sont un petit peu plus longs que les premiers résultats dont on vous a déjà parlé. Donc c'est des choses qu'on sera probablement en mesure de quantifier davantage, je pense, après l'été. Je pense que oui. Non, pardon. Je pense que le bénéfice quand même de la méthode est quand même la réduction des délais plutôt que la réduction des BFR. C'est vraiment la réduction des délais, la possibilité de retrouver de la capacité de production parce que les équipements de production retrouvent de la disponibilité. Et c'est surtout sur ça que la méthode joue plutôt que sur une réduction du BFR qui est plutôt stable. On constate qu'elle est plutôt stable. Donc, Il y a une réduction du BFR dans la mesure où il y a une réduction des stocks en cours. Les stocks en cours. Mais donc réduction des délais, ça signifie aussi donc une capacité à réagir aux aléas plus rapidement, éviter par exemple des ruptures dans certains cas, de certains magasins, de certaines... Absolument, oui. Oui, ça permet d'avoir les produits finis à disposition plus rapidement. Plus rapidement, avec j'imagine aussi des effets de saisonnalité assez importants dans votre secteur. Alors, pas forcément dans la mesure où en fait, nos références catalogues sont commercialisées dans le monde entier. Oui. Donc on n'a pas forcément des grosses fluctuations au travers de l'année. Par contre, on a des campagnes annuelles sur des coffrets, par exemple des coffrets Fête des Pères, Fête des Mères, des coffrets de Noël, qui eux viennent effectivement créer une petite saisonnalité. Mais finalement, il y a presque tout le temps une campagne dans l'année qui fait qu'on a quand même un niveau d'activité qui est assez régulier sur l'année. Et l'e-commerce, ça n'a pas justement déstabilisé un petit peu justement cette linéarité dans la production? Alors, la situation des derniers mois, effectivement, a généré une embellie sur le e-commerce, mais qui a permis finalement de maintenir, voire augmenter les ventes par rapport à la configuration où les magasins étaient ouverts. Mais ça a changé quelque chose à votre organisation? On a une demande qui est restée forte, Ouais. en fait, qui est restée forte sur l'ensemble de la période. Donc en termes d'organisation, ça n'a rien changé, si ce n'est qu'on a dû maintenir les outils en activité pendant toute la période, ce qui a fait du bien à toutes les équipes finalement. Ouais. Et il y a une demande, vous avez enregistré des variations de la demande au niveau international, des pays qui ont tiré le marché plus que d'autres? Oui, et notamment l'Asie, qui est repartie beaucoup plus vite et beaucoup plus fort que l'ensemble des autres zones de la planète, et qui continue de tirer très fortement. L'Asie est au premier rang desquels la Chine. Ouais. Dans cette période-là, vous avez été amené à changer un petit peu l'organisation. Je pense par exemple au SNOP. Est-ce que vous avez été amené à augmenter la fréquence du SNOP? On a fait des boucles effectivement plus courtes, en particulier l'année dernière, pendant plusieurs mois, pour avoir une réactivité un petit peu accrue dans la récupération des signaux du terrain et les prises de décision qu'on pouvait prendre sur le dimensionnement de nos capacités. Ouais. Justement, est-ce que tout ce qui concerne les signaux faibles, ce qu'on peut voir sur le net, les youtubeuses, est-ce que ça ne perturbe pas des fois certaines lignes de production? Non, ça ne perturbe pas. Et dans l'exemple du lancement de la beauté dont je vous parlais tout à l'heure, c'est même un vecteur formidable d'accélération finalement et d'exposition des produits. Et en fait, le lancement de la beauté a été aussi en ce sens un succès. C'est que malgré le confinement qui avait lieu à ce moment-là dans une partie du monde, en fait, ça a très très bien marché en fait. Ouais. Parce que des fois, il suffit qu'une youtubeuse parle d'un produit en bien pour que immédiatement, sur l'ensemble de la planète, la référence soit en rupture. D'où la nécessité aussi d'avoir des délais extrêmement courts pour pouvoir répondre à la demande, j'imagine. C'est effectivement, ça a été un peu le cas l'année dernière, effectivement. Ouais. Hervé ? Dans cette méthode, l'aspect collaboration entre les ateliers et lignes
ligne des différentes étapes de fabrication est assez appréciable. Cela nécessite-t-il un travail sur le côté humain pour passer vers un mode coopération versus compétition entre les ateliers et entre les métiers de la fonction supply, par exemple prévisionniste, acheteur, chef d'atelier, etc. Et que se passe-t-il en cas de déstabilisation du système ? Alors sur la partie collaboration, en fait l'avantage qu'on avait dans les enjeux qui étaient les nôtres, c'est que finalement la saturation du chai de fabrication, la saturation de la cuverie, était telle que l'ensemble des équipes, que ce soit en supply chain ou en fabrication, était engorgé. En fait, tout le monde a vraiment trouvé son intérêt. Donc finalement, l'opportunité d'avoir une méthode différente et de tester quelque chose a assez vite intéressé tout le monde. Et après, l'exercice, c'était celui que je vous disais tout à l'heure, c'était d'expliquer juste que le changement de méthode, finalement, on ne l'a pas lié à ce que faisaient individuellement les gens, en fait. Le grand intérêt, c'était de se dire, OK, on a un problème, le chai arrive prochainement en saturation. Comment tous ensemble, on peut repositionner les curseurs et les pratiques pour essayer de faire différemment. Donc c'est vraiment une fois que cette philosophie était appréhendée par l'ensemble des équipes, j'ai presque envie de dire que c'était gagné. La suite a été assez naturelle, fluide et limpide. J'ai pas ressenti, après Paris peut peut-être témoigner, mais j'ai pas ressenti de point de crispation. Il y a forcément eu des aléas, des choses, mais en fait, les aléas ont tous été pris les uns après les autres, avec des solutions quand on pouvait, avec des reports de production, avec des avances quand on pouvait, et qui fait qu'au final, chacun s'était concerté, ça se faisait toujours dans la concertation, et chacun y a retrouvé son compte au bout, en fait. Oui, absolument. L'impression partagée par tout le monde, c'est que en fait, cette méthode va dans la bonne direction. La bonne direction qui est, encore une fois, réduction des délais, retrouver de la capacité de production. Donc tout le monde était partant et tout le monde s'est investi et on travaille dans l'harmonie. Oui. Et les résultats qu'a présenté Paris sur l'amélioration de la rotation et de la disponibilité des cuves, finalement tout le monde les a vus. Et c'est aussi ça qui a conforté les gens dans le fait que finalement c'est comme ça qu'il fallait travailler. Mais justement, ça a renforcé la collaboration entre les équipes de production notamment et de supply chain. Je pense que sur cet épisode, il y a eu un vrai dialogue, Oui. il y a eu une vraie discussion. La planification ou lors d'un lancement, c'est toujours une histoire de compromis. Et en fait, ces compromis, ils ont été obtenus de façon assez naturelle finalement, Oui. dans tout au long de cet exercice. Et avec la direction financière, par exemple, est-ce que ça a été aussi quelque chose, est-ce qu'il y a eu un dialogue aussi pour montrer les avantages que la solution pouvait avoir d'un point de vue purement financier ? Alors il y a eu beaucoup d'échanges Oui. en amont dans la phase d'étude et de partage des concepts, parce qu'en fait ça a un impact finalement direct sur le besoin en ressources, Oui. sur le nombre de cuves, surtout avec la croissance Oui. qu'on projette. Donc en fait, les équipes finances étaient aussi dans l'attente des Oui. résultats qu'on allait obtenir en fait. Oui. Oui, bien sûr. Hervé ? Des réductions de quantité minimale de commandes ont-elles été réalisées également pendant le pilote ? On a beaucoup de questions, hein, c'est bien. Alors, qui souhaite répondre ? On sait Je sais pas, moi, c'est David de répondre, moi je n'ai pas bien compris là, en fait. Oui, c'est ça. En fait, des réductions de quantité minimale non, en fait, dans la mesure où le modèle, finalement, c'est de réserver des créneaux sur les lignes de conditionnement à l'avance, et on a une certaine latitude pour décider comment on les occupe. C'est-à-dire qu'on a une cuve de disponible, on sait que cette cuve doit être vidée sur telle semaine, entre tel jour et tel jour, et on a, sous réserve d'avoir les flacons, etc. avant, mais on a une certaine latitude pour décider quel est le mix de formats dans lequel on va conditionner. Et en fait, ça, c'est aussi la flexibilité du modèle, qui ne nous a pas amené finalement à retoucher des minimums de production. Ça ne répond pas forcément à la question, Non. mais... Oui, pardon. Oui, pardon. Oui, ni les minimums de commandes auprès des fournisseurs, en fait. Non. Pour l'instant, on n'y a pas touché, en tout cas. C'est vraiment une organisation industrielle. C'est une organisation industrielle qui doit maximiser la disponibilité des produits, mais qui n'a pas d'impact sur la taille, le minimum de commandes.
Par contre, nous avons optimisé les lots de production, du coup. Parce qu'effectivement, comme on vide la cuve, on a à disposition une cuve entière à vider entièrement, ça permet d'optimiser, d'augmenter la taille des lots de production par rapport à l'approche d'avant qui était on conditionne au fur et à mesure, au fil de l'eau de la demande. Ouais. Là maintenant, ça permet de bien planifier les lots et optimiser ces lots de production. Très bien, je ne sais pas si on a encore quelques questions, Hervé. Alors, quel APS utilisez-vous chez Hermès Parfum en dehors d'ASAP ? Alors, nous n'utilisons pas ASAP aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a une arborescence de systèmes d'information entre un ERP, un logiciel qui est Dynasys et un logiciel d'ordonnancement qui est Hortems. Qui a aussi, on peut le dire, montré ses limites. On a beaucoup de strates finalement. Et le pilote a montré que c'était un enchevêtrement de strates qui présentait un certain nombre de limites aussi. Parce qu'on multiplie les interfaces. Pas forcément liées au pilote, mais on s'en est bien rendu compte. On multiplie les interfaces. Et donc les potentiels décalages dans les moments où sont prises les photos. D'accord. Donc vous avez de l'ordo qui est géré par Hortems, de la planification par Dynasys, c'est ça ? Et un ERP. Et un ERP. D'accord. D'infor. Alors, une dernière question. Comment se sont réparties les tâches entre Hermès et Diagma durant le pilote ? Selon quel processus avez-vous travaillé ? Alors, je peux répondre. Comme je disais, en fait, on est parti de la prévision de vente qui a été calculée par l'équipe Hermès Parfum. Donc, c'était Hermès Parfum un processus de prévision mensuel. Donc, il y a une mise à jour des prévisions qui s'effectue une fois par mois. Diagma, on récupérait ces prévisions, on analysait la fiabilité de la prévision, comme on l'a dit, et on calculait un plan. Du coup, qui était remis à jour fondamentalement une fois par mois. Sans toucher le court terme, d'accord, encore une fois dans un objectif de stabiliser le plan à court terme. Donc court terme ça veut dire 2 mois, on ne touchait pas le plan sur 2 mois et on remettait à jour le plan sur le moyen terme. Et ensuite on partageait ce plan avec Hermès pour le valider. On avait une validation un peu plus importante une fois par mois et après une fois par semaine on avait des réunions régulières de prise en compte des aléas. Voilà. Et après, nous calculons les indicateurs. On le fait conjointement entre Hermès et Diagma. Nous calculons tous les indicateurs de performance. Plus d'autres commentaires pour répondre à cette question, non ? Je crois qu'on arrive au temps imparti. Écoutez, en tous les cas, un grand merci pour nous avoir éclairé sur cette onde verte, Jean-Patrice. Et merci à vous, merci à vous. C'était ça nous a permis vraiment de faire un point à travers une expérience vécue qui sans doute va se prolonger dans le temps, vraisemblablement, après avoir tiré un certain nombre d'enseignements qui sont encore en gestation pour le moment. Merci à tous les trois de nous avoir fait partager cette expérience. Merci à vous. Merci aussi à vous pour toutes vos questions et de nous avoir suivis pendant cette présentation. Et donc, nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle émission sur Supply Chain Village. Merci.